Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Patrick Roger, Guillaume Bigot, Éric Nolot, également jusqu'à 9h avant de retrouver Valérie Expert. Et puis vous, tiens, Valérie de Garches qui est avec nous au 0826 300 300 pour nous parler des sujets d'actualité et réagir. Bonjour Valérie. Bonjour à l'équipe de Sud Radio. Bon, vous voulez nous parler, je crois, de Jean-Luc Mélenchon et de ce tweet, hein ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que peut-être qu'il se sert de la situation pour son projet personnel de révolution. Et la destitution de Macron, en soi, c'est peut-être son objectif à lui, mais c'est pas ça qui intéresse les gens. Macron a quand même été réélu il y a pas longtemps. Et puis moi, je pense que, bon, on comprend le symbole, hein, il est très intelligent, ouais. Mais marcher, pour moi, je pense qu'on a assez d'instabilité, on a assez d'insécurité. On n'a pas besoin, si vous voulez, de créer des événements qui vont peut-être allumer la mèche, déclencher après des événements en chaîne et créer le chaos. Par contre, moi j'interpelle Monsieur Mélenchon et je lui dis attendez, vous êtes à la tête du mouvement de la NUPES, vous avez des députés à l'Assemblée, que faites-vous pour infléchir la politique du gouvernement sur les sujets qui intéressent les gens, ouais. La politique énergétique, le coût de la vie, la hausse des prix, voilà, ils ont quand même plus de 70 députés. Et il faut qu'ils fassent le travail. Vous dites il faut qu'ils fassent le travail à l'Assemblée plutôt que d'aller dans la rue. Je rappelle le tweet peut-être pour les auditeurs qui ne l'ont pas eu parce que c'est passé en fait hier soir. Moi je pensais que c'était un fake. Le 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous le contrôle populaire. Faites mieux. Le 16 octobre. Comment vous l'interprétez, vous, Éric Nolot ? Soyons clairs. Ouais. Restez avec nous, Valérie. Faire mieux que de ramener le roi et la reine de Versailles à Paris, ça signifie leur couper la tête. Carrément, vous. Comment faire mieux ? D'un point de vue révolutionnaire, comment faire mieux ? Donc il y a dans ce tweet un appel subliminal à la sédition, à l'émeute et même au meurtre symbolique. Je trouve que M. Mélenchon achève là sa dérive sectaire, factieuse et psychologique. J'ai l'impression, excusez-moi de placer ça sur le plan psychologique, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne contrôle plus sa parole, qui est dans une forme d'irresponsabilité politique. C'est pas ça qu'on attend de quelqu'un qui a brigué d'abord la présidence de la République, ensuite le poste de Premier ministre. C'est un naufrage moral et politique. Vous êtes cash, vous allez très loin. Guillaume Bigot, est-ce que là il a été un peu rappelé à l'ordre entre guillemets par son collègue de la NUPES, si je puis dire, le patron du PS Olivier Faure, qui lui dit la provocation n'est toujours pas le meilleur moyen de se faire entendre. C'est pourtant le seul dans ce camp-là, et je pense qu'il y a quelque chose dans cette gauche qui n'est plus la mienne depuis longtemps, sans doute pas celle non plus d'Éric Nolot, pas parler à sa place, qui est plus son niveau baisse, plus son niveau intellectuel et culturel baisse, et plus le ton monte, et plus on va dans la vocifération, dans la provocation, dans la violence. C'est tout à fait vrai. Bon, là, il y a quand même un phénomène qui est caractéristique de Jean-Luc Mélenchon, c'est que tant qu'il est en campagne électorale, le personnage arrive à articuler des arguments, il arrive à se montrer extrêmement même séduisant, percutant, convaincant. Et dès lors qu'il est plus élu, il est frustré, et il y a quelque chose qui ne passe pas chez lui. Et je l'ai comparé tout à l'heure à Donald Trump, et je crois vraiment que c'est la même chose que Trump. C'est un bébé géniard. Il ne supporte pas la frustration. Et donc il vocifère. Bon, par ailleurs, hier aussi, il a pleuré de bonheur, a-t-il dit, aussi quand il a appris qu'Annie Ernaux était prix Nobel de littérature, la française, l'auteur, parce que vous souriez, oui, parce que Éric Nolot, parce que c'est la journée mondiale du sourire, c'est bien. Oui, moi j'ai souvent le sourire, et même je rigole très souvent. Non, parce que le tweet de Jean-Luc Mélenchon était absolument incompréhensible. Oui, c'était un hommage contourné, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il parlait de littérature francophone. Alors je ne sais pas, est-ce que Annie Ernaux est une représentante de la francophonie? J'ai vraiment pas compris. Après, le cas de Annie Ernaux est très très intéressant parce que c'est un écrivain. L'ascenseur social aussi. C'est l'ascenseur social, mais c'est un auteur qui s'est trouvé dans un premier temps et qui ensuite s'est perdu par la politique. Dans un premier temps, c'était passionnant parce qu'en effet, c'est un transfuge de classe. Elle portait des thématiques sociales. C'était au temps où la littérature française se regardait un peu le nombril. On se disait, tiens, ça c'est nouveau. Et puis elle s'est perdue parce qu'elle s'est recroquevillée dans une attitude de radicalité politique qui l'a amenée à soutenir des combats de plus en plus douteux et à devenir un auteur... Quel combat douteux? Je sais pas, le soutien d'Ouria Boutelja, qui est une l'indigéniste en chef, je trouve ça très douteux.
douteux, son plaidoyer pour le voile, pardonnez-moi, je trouve ça très douteux. Et quand l'Académie Nobel dit nous avons distingué Annie Ernaux pour 3 angles, sous 3 angles, le genre, la race, non, le genre, la langue et la classe sociale. Vous voyez que la langue, qui est le cœur de la littérature, est pris en sandwich à travers 2 considérations politiques. Et malheureusement, Annie Ernaux est devenue et a été confisquée par Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Elle est devenue une sorte de descendante romancière de Bourdieu. Et on n'écoute plus, on ne la lit plus pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Oui, c'est ça. Il y avait une hésitation, dit-on, entre d'un côté Annie Ernaux et Houellebecq. Certains disaient que Houellebecq aurait pu avoir ce prix. Ce n'était pas évidemment tout à fait la même tendance politique, quoique Houellebecq vient aussi un peu de cette contestation, quoi. Non, aussi. là, le match était présenté entre un écrivain de droite, Houellebecq, et une écrivaine de gauche, Annie Ernaux. Écoutez, à tout prendre, je préfère que ce soit Annie Ernaux qui reçoive le prix. Ah bon? Oui. Et vous? Ah non, c'est l'inverse. Alors pourquoi ? Parce que moi je pense que normalement la gauche c'était la société, la gauche c'était le peuple, la gauche c'était la transformation de la société. Et il me semble quand même qu'il y a des points communs entre Annie Ernaux et Houellebecq, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écriture blanche comme ça. Il y a une écriture complètement clinique, l'idée d'avoir un style sans style et de décrire de manière sans affect en fait le monde extérieur. Sauf qu'il y a une énorme différence. Je sais pas si nous sommes d'accord, mais pour moi Annie Ernaux elle ne décrit que l'intime. C'est une littérature de l'intime. C'est-à-dire que c'est vraiment la littérature la plus conformiste, la plus tiède, la plus neutre. C'est l'aventure vue. C'est l'aventure vue par des boomers décadents. C'est pas le projet d'Annie Ernaux. Le projet d'Annie Ernaux, elle l'a dit. D'ailleurs, elle l'a exprimé dans un slogan. Elle dit « Je veux venger ma race ». C'est un projet de... Citation d'Annie Ernaux. Hein. C'est un projet de revanche sociale. La classe sociale étant considérée ici comme une race. Je répète encore une fois les propos d'Annie Ernaux. Donc c'est non seulement... Elle parle de l'intime, mais pour mettre en scène une classe sociale qui, selon elle, et pas à tort, a été délaissée, a été laissée de côté par la France contemporaine. C'est les femmes, elle vient d'une classe sociale tout à fait modeste. Donc elle articule l'intime et le collectif. Le problème, c'est que là maintenant, elle s'occupe de l'intime, elle s'occupe du collectif. Mais non, parce que Houellebecq s'intéresse aux autres, parce que Houellebecq, si vous voulez, il y a un désespoir d'ailleurs dans les deux écritures. Il y a quelque chose d'assez désespéré. Elle dit, je veux sauver quelque chose du monde où l'on ne sera plus jamais. Sauver toutes les images qui disparaîtront. Voilà. Et donc, elle parle des accidents de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une littérature qui parle aux gens. Elle parle de son avortement, elle parle de l'Alzheimer de sa mère, elle parle de son mariage raté, elle parle de son cancer du sein. Elle ne parle pas de la lutte des classes. Je suis désolé, ou alors on n'a pas lu la même Annie Ernaux. En réalité, lui, Houellebecq, il parle, si vous voulez, il parle du monde extérieur. Vous auriez voulu Houellebecq et il me semble davantage tourné vers la société, vers les phénomènes sociaux, politiques, vers le monde tel qu'il se transforme. Annie Ernaux, elle regarde son nombril. Moi, je déteste Houellebecq. J'ai fait un pamphlet qui s'appelait « Au secours, Houellebecq revient ». Je pense que c'est pas la peine que je développe beaucoup. C'était pas très favorable à Houellebecq. Ce que je constate quand même à travers cette finale entre Houellebecq et Ernaux, c'est d'abord la bonne santé de la littérature française à l'étranger. Ça, c'est vrai. Ce que je déplore aussi, c'est l'arraisonnement de la littérature française par la sociologie. Annie Ernaux et Michel Houellebecq. Mais vous voyez que c'est un conformisme total. Sont plus sociologues qu'écrivains. Et je trouve ça terrible, parce que maintenant, c'est une littérature qui est réduite au prisme de la politique. Vous êtes pour Annie Ernaux, non pas parce que vous aimez son style ou son absence de style, mais parce qu'elle est de gauche. Vous aimez Houellebecq, non pas pour son style ou son absence de style, mais parce qu'il est de droite. Je trouve ça terrible. C'est de l'anti-littérature. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Valérie Expert. On va revoir les compteurs. Pour moi, Annie Ernaux, elle ne veut pas bouger. Elle ne veut pas bouger depuis mai 68. Elle met un truc do not disturb pour rester de gauche. Allez, on revoit les compteurs pour vendredi prochain. Dans un instant, c'est Valérie Expert.